France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 20 décembre avec cette question du jour que l'on vous pose sur Facebook et sur Twitter. Le gouvernement a-t-il accédé aux revendications des policiers par crainte qu'ils enfilent un gilet jaune? On vous pose la question et vous y répondez évidemment sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Nous parlons aussi de Donald Trump qui a annoncé par surprise le retrait des troupes américaines de Syrie. Nous ferons le point complet sur l'actualité du Moyen-Orient avec aujourd'hui pour nous accompagner Yasser Louati et Sofiane Lakhdari. C'est donc parti pour votre LGF, votre réel rendez-vous de liberté d'expression jusque 18h. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 en ce jeudi 20 décembre. Il y a comme un petit parfum de vacances, mais l'actualité, elle, ne prend pas de vacances, toujours bel et bien au rendez-vous. Et aujourd'hui, on a deux grands spécialistes en la matière qui sont avec nous pour commenter l'actualité. Ainsi, nous allons refaire l'actualité du Moyen-Orient et il y a de quoi faire et de quoi dire, surtout après l'annonce de Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie. Nous y reviendrons tout à l'heure avec monsieur Sofiane Lakhdari. Bonjour Sofiane. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Monsieur Yasser Louati, comment ça va Yass? Très bien et toi? Bienvenue à toi. Un Merci. avis tranché que tu nous réserves tout à l'heure. On va parler de quoi avec toi? On va parler un petit peu de la gauche blanche, de la presse dite de gauche et du rôle de plutôt la victimisation permanente des non-blancs. Bon, très bien. À 17h30. Ça promet. Ça promet, absolument. Vos appels, mesdames, messieurs, au 01 40 33 9000, plus que jamais l'émission, évidemment, vous est ouverte et le peuple a la parole dans cette émission 01 40 33 9000. On a frôlé la catastrophe hier soir avec les policiers. On y reviendra dans un instant, mais juste avant, le Parlement, sachez qu'il a définitivement adopté ce matin le projet budget 2019 qui comprend notamment des baisses d'impôts et de la dépense publique. Ce jeudi, il doit maintenant s'attaquer à l'examen du projet de loi qui grave dans le marbre les mesures annoncées par l'exécutif pour sortir de la crise des gilets jaunes, première étape à l'Assemblée nationale. Le texte donc devrait être ici validé sans problème. C'est le sprint final en quelque sorte pour cette loi que certains surnomment désormais la loi gilets jaunes. Elle comprend notamment la défiscalisation des heures supplémentaires, l'annulation de l'augmentation de la CSG pour les retraités modestes, présentée hier donc en Conseil des ministres. Elle a été attiré directement quelques heures plus tard plutôt, sur le bureau de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. 4 articles, 148 amendements déposés. La plupart ont été rejetés, sauf ceux de la majorité. Les discussions donc se sont terminées dans la nuit. Et elles devraient à nouveau se terminer tard ce soir en séance publique. Dernier obstacle, suite demain au Sénat où l'opposition de droite, selon plusieurs sources, ne devrait pas opposer de grande résistance. Les sénateurs sont prêts en fait à aider le pouvoir à éteindre l'incendie des gilets jaunes. Objectif donc de ce parcours express terminé avant ce week-end pour que les mesures s'appliquent dès l'an prochain. Les parlementaires n'ont aucune envie en fait de revenir siéger entre Noël et le jour de l'an pour prendre quelques jours de vacances. Alors ce budget 2019, monsieur Sofiane Lakhdari, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il est avec un gros emprunt d'ailleurs pour financer tout cela? Oui, mais pour le moment, on ne sait pas, il y a pas mal de couacs entre ce que dit Matignon et ce que dit l'Élysée. Il y a vraiment beaucoup de contradictions. Pour le moment, on sait que le déficit sera supérieur à 2018 et supérieur à 2017. Rappelez que le déficit 2017, c'était 55 milliards et cette année, c'est 108 milliards. 108 milliards. Et on parle d'un emprunt de plus de 200 milliards pour 2019. 200 milliards, ce qui va évidemment encore creuser davantage la dette, Yasser. Ce qui est quand même problématique entre les annonces de Macron et aujourd'hui ce qu'on apprend avec ce projet de loi, c'est que encore une fois, c'est le contribuable qui va payer. C'est qu'encore une fois, toutes ces mesurettes à gauche à droite pour faire taire les gilets jaunes et écraser, ou plutôt donner une porte de sortie face à la contestation, ces mesures-là ne seront pas payées par les grands groupes ni par les entreprises. Il n'y a pas un mot qui a été dit sur l'évasion fiscale. Encore une fois, c'est 80 milliards d'euros par an sur la taxation effective des GAFA en France. Ils vont être taxés les GAFA. Non mais on parle de 500 millions d'euros. C'est quand même que dalle au vu de leurs profits. On parle pas non plus de comment dire ça, de s'y prendre à ce qu'on appelle l'ingénierie fiscale ou bien ce que les grands cabinets appellent non pas comment c'est pas l'évasion fiscale, c'est j'ai le terme qui m'échappe. Évasion documentaire. Là dernièrement, c'est les 14 milliards
avec les fausses cartes d'identité au niveau de la carte vitale et tout. T'as pas vu ça? Non, j'ai dernièrement un expert La sécurité sociale. sur la sécurité sociale, a priori sur les 18 millions de gens qui ont été vérifiés, 10% c'est des faux documents. Et ça coûte à peu près 13 à 14 milliards que l'État ne veut absolument pas régler. Et Voilà. dernièrement, il y a une proposition de loi de Nathalie Goulet qui a été refusée. Voilà, optimisation fiscale. Et l'autre point aussi, c'est qu'on n'a pas eu un mot sur la transition écologique et en plus la taxation des plus gros pollueurs, à savoir le kérosène utilisé dans les avions. On pourrait très bien avoir une taxe européenne, comme ça on met tout le monde d'accord, et aussi une taxe sur le carburant utilisé par les ferries. Or, dans les villes côtières, les taux d'asthme explosent. Pourquoi? Parce que les gros pollueurs sont ces bateaux qui polluent aux abords des côtes, et ça compte aussi bien contribuable en termes d'argent non récolté que la sécurité sociale pour les frais engendrés. Ouais. Alors, sachez tiens qu'on vient d'apprendre. Alors, je sais pas comment il faut l'interpréter. Les autorités annoncent que le château de Versailles sera fermé samedi en prévision d'un rassemblement prévu à Versailles. Bon, jusque-là, Versailles était un peu épargné, Sofiane, hein, des gilets jaunes. Ouais, on parlait surtout des Champs-Élysées, etc. Mais même l'acte 6, pour le moment, on n'a pas assez d'informations, parce qu'on voit que les médias aujourd'hui ne veulent absolument pas parler de ce sujet. On n'a que les réseaux sociaux, il y a le tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Oui, on a l'impression d'ailleurs que ces gilets jaunes s'organisent d'une manière assez différente d'ailleurs. Pour ne pas donner trop d'indices sur ce qu'ils entendent faire ce samedi. En tout cas, il y a une nouvelle mobilisation qui est effectivement apparemment à acter. Alors, il y a plusieurs sortes de mobilisations. Il y en a quelques-uns qui parlent de bloquer les frontières histoire de faire convergence avec les autres pays européens, et d'autres qui appellent à bloquer également devant BFM TV. Je sais pas trop l'intérêt. Et puis évidemment les Champs-Élysées aussi. Alors en tout cas, cette crise des par gilets exemple jaunes qui appellent à Rungis et ça. Rungis, effectivement. Donc, par contre, ça veut dire si déjà ils ont commencé à s'organiser de manière différente, ça veut dire qu'ils commencent à se structurer le mouvement, puisqu'en fait cette décentralisation du mouvement reposait essentiellement sur les réseaux sociaux d'un côté, mais aussi sur les médias. Mais là que des actions coup de poing commencent à être organisées aussi bien en frontières ou ailleurs, ça veut dire on commence à voir une colonne vertébrale qui émerge. Et surtout ce sondage qui va pas évidemment arranger l'exécutif. 70% des Français soutiennent toujours ce mouvement, ce qui est incroyable quand même avec tout ce qu'on a connu, entendu. Les fachos, les casseurs, les antisémites, les islamophobes, on a tout entendu. Même maintenant les complotistes. On a vu pas mal de clichés qui sont sortis sur les gilets jaunes. Je dis pas qu'il n'existe pas de fachos autres dans cette organisation, mais dans ce mouvement, mais c'est la population française, hein. Dans toute sa diversité. Dans toute sa diversité. Et on voit maintenant une tentative de Francis Lalanne de récupérer, de faire une liste pour les européennes. Franck Dubosc. Franck Dubosc, vous savez que son spectacle a été perturbé encore hier soir, hein. Ah ouais. Ah ouais, non, le pauvre. Le pauvre. Ouais. Non, mais après, il n'a pas assumé même pas ses propos. Il les a soutenus 2 heures après. Il leur a craché dessus. Alors, je pense qu'il a ce qu'il mérite, hein. En tout cas, cette crise des gilets jaunes. On aime bien Francky, arrête. Ouais, bon. Moi, je pense qu'il aurait pas dû même se mêler de ce sujet. Et maintenant, il assume ses responsabilités. On est en 2018, il y a les réseaux sociaux et maintenant, ça ne pardonne pas. C'est comme Laurent Wauquiez qui a mis son gilet jaune et, alors 2 lui, jours c'est après, pas mal. il a dit non, j'ai jamais mis. Ça là, ça discrédite complètement. Ouais. T'as Franck Dubosc que soit tu savais rien sur ce mouvement et tu te tais. Maintenant, tu as défendu. 2 jours après, tu reviens et tu dis non, j'en ai rien à parler. En même temps, c'est aussi indicateur de la fébrilité politique de nos divertisseurs. En fait, ce qui est bizarre, c'est que politiquement, on voit très très peu d'acteurs, aussi bien du showbiz, du cinéma ou du monde artistique ou du monde culturel, qui se mouillent et qui prennent la parole pour dire je soutiens ce que vous faites, etc. D'ailleurs, on a même vu Mathieu Kassovitz, le fameux imposteur, dire oui, c'est bon ce que Macron a dit, c'est super, tu vois. Mais quand on voit la réplique des médias sur ces gens-là, on n'a aucun débat. On prend des jugements à la va-vite. On se rappelle de Jean-Marie Bigard quand il a parlé, on est dans un pays où je suis Charlie, où il a parlé des doutes qu'il avait sur les attentats du 11 septembre. Il a été boycotté. Tous les noms, pas boycott total. Ouais. Alors chaque humoriste maintenant, soit il suit le mouvement qui est à la mode au niveau des médias et les positions des médias, soit il se tait. Et quand il se tait, c'est qu'il a un avis opposé à celui du dictateur. Et soutenir discrètement. En tout cas, cette crise des gilets jaunes, messieurs, auditrices, auditeurs, a donné des idées aux policiers qui ont été très sollicités ces dernières semaines. Hier, une grande journée de mobilisation a eu lieu dans les commissariats pour demander plus de moyens et plus de pouvoir d'achat. Soucieux d'éteindre en tout cas la colère des forces de l'ordre le plus rapidement possible, le ministère de l'Intérieur a donc organisé hier soir une nouvelle réunion avec les syndicats. Ils n'en sont pas sortis bredouilles puisqu'ils ont obtenu une revalorisation des salaires de 120 à 150 euros par mois dès le 1er janvier.
Alors dans le rang, certes, la mesure est saluée, mais il reste encore de nombreux chantiers. C'est ce qu'explique notamment Linda Kebab, qui est membre du syndicat LGP Police. Je vous propose de l'écouter. Je suis content, c'est un premier pas parce que les policiers du corps des gardiens de la paix, donc qui ne sont ni des officiers ni des commissaires, touchent une allocation de maîtrise. Donc c'est cette fameuse allocation qui récompense le travail continu 24 heures sur 24 et le fait que les policiers sont corvéables à toute heure de la journée et de la nuit. Et puis cette allocation depuis 2001 n'avait pas du tout été revalorisée ou très peu en 2010 et là elle est augmentée de plus de 30%, donc ce qui reste quand même assez significatif au regard des revenus des policiers de la base. Mais le fait d'avoir signé cet accord hier soir, donc l'augmentation des 100 € plus l'ouverture des chantiers, ne veut pas dire pour autant que la colère est moindre. Elle veut juste dire que on espère que tout cela va aboutir. Et évidemment, si jamais dans quelques mois on n'a rien à présenter aux policiers, ça reprendra. Voilà, c'est Linda Kebab donc qui prévient concernant donc les annonces qui ont été faites hier soir. Du coup, hier soir, on a quand même frôlé la catastrophe, messieurs, parce que si la police lâche, alors là, ça devenait très critique. Ils ont réussi donc à obtenir un accord signé cette nuit au ministère de l'Intérieur. Du coup, cette question que l'on vous pose aujourd'hui dans le LGF, le gouvernement a-t-il répondu aux attentes des policiers pour éviter qu'ils enfilent ce fameux gilet jaune? Vous êtes majoritairement à dire oui, à 86% sur Twitter, le Grand Forum FM2, 89% sur Facebook, France Maghreb 2. Vous pouvez continuer évidemment de voter et de nous appeler au 01 40 33 9000. La police, on a frôlé la catastrophe, Sofiane, hier soir? Quand on entend des gens comme Apathy ou certains chroniqueurs ils parlaient que le pouvoir tenait qu'à un fil, c'est clair. Après, on sait que quand la police lâche le gouvernement, c'est un début de processus de révolution irrémédiable. Après, je pense que il fallait éteindre l'incendie rapidement. Il fallait l'éteindre et c'est pour ça qu'ils ont choisi le moment, les syndicats, pour pousser, parce qu'ils avaient vu le gouvernement à genoux, le genou par terre. Alors du coup, ils ont poussé. Et même, on a entendu le SGP, le président du syndicat SGP, il a ordonné à ce qu'il y ait une réponse ce soir, c'est-à-dire hier à 22h. Et Castaner était dans l'obligation d'abdiquer. Et là, on a eu une augmentation de salaire net de 120 à 150, une augmentation immédiate de la prime de risque, une replanification des heures sup, on parlait de 27 millions. Et après, il faut savoir que le syndicat des polices sont en négociation avec les différents gouvernements depuis des années. Arriver à avoir 27 millions d'heures sup non payées, ça prouve que ça dure depuis longtemps. Et là, ils ont réussi et tant mieux pour eux. L'exécutif Yasser ne pouvait pas se permettre de se mettre les policiers à dos. Ah non, absolument pas. De toute façon, on l'a vu aussi pendant l'état d'urgence. C'est la manifestation sauvage qui avait été organisée. Ils avaient carrément, déjà, ils étaient menés par des militants de l'extrême droite. Ils ont tous convergé, ils étaient cagoulés, masqués, enturbanés, tout ce que vous voulez, en plein état d'urgence, et ils s'étaient mis d'accord pour aller marcher vers la place Beauvau. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Ils avaient eu 250 millions d'euros de rallonge budgétaire. Donc on voit bien que de toute façon, et comme tu l'as dit, dès que la police cède, c'est fini. C'est le début d'un processus. On ne pourra plus revenir en arrière. Mais du coup, ça risque de donner des idées quand même à d'autres corps de métier. Je pense par exemple aux pompiers, je pense au personnel de santé. Avec cette nouvelle affaire, vous avez vu du côté de la Riboisière une femme qui a été oubliée alors qu'elle était venue par les urgences, par les pompiers. Non, elle en est morte. Sauf qu'un régime ne tient pas grâce aux aides-soignants. Il tient grâce à l'armée et à la police. Mais là, c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il apporte des réponses aux policiers, mais pas aux gendarmes. Encore le gendarme qui dépend du ministère de la Défense, c'est ça. Mais le gendarme n'a pas le droit, je crois qu'il est soumis au droit de réserve, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de... Et après, la situation des gendarmes, elle est aussi compliquée. Elle est catastrophique au sein des policiers. Et quand je vois que c'est une révolution en vérité, ou c'est un mouvement qui est surtout à la périphérie des grandes agglomérations, c'est là où il y a la gendarmerie, ça veut bien dire que la gendarmerie vont pousser aussi. Et j'ai écouté la ministre de la Défense quand on lui a posé la question du financement de ces 10 milliards, de cette augmentation de SMIC, elle a dit qu'on n'écarte pas le fait que ça soit une réduction du budget de l'armée. Alors ça va faire des mécontents aussi au sein de l'armée. C'est pas fini pour Macron. On est finalement dans une période assez compliquée pour l'exécutif en ce moment, et c'est vrai que le fait, on le rappelle, de perdre un allié majeur qui est la police, ça aurait été une véritable catastrophe. Ils ont su, trouver l'argent. T'as bien vu comment est-ce qu'ils ont été acclamés dans l'Assemblée, comment ce Castaner les caressait dans le sens du poil. Vous êtes la République, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais ça en disait long. Et de toute façon, ce qui m'a pas échappé non plus, c'est que même les gilets jaunes,
tenter, si bien que mal, ou plutôt certains représentants du mouvement des Gilets jaunes, parce que bon, c'est des mecs que c'est pas centralisé, chacun, oui, la police, ce sont nos collègues, et chacun tentait de gagner la sympathie des policiers. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi... Parce que la situation des policiers était la même que la situation des Gilets jaunes. Ils parlaient de pouvoir d'achat. Cette crise qui est vraiment en vérité sociale, elle rassemble pas mal de gens, de toutes les classes moyennes. Il faut pas oublier quand même, dans ces manifestations, on a parlé beaucoup de violences policières, hein, c'est vrai, qui ont été enregistrées, qui ont été vues, parce que, comme on le rappelle, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, plus rien ne passe inaperçu. Je veux dire, tout se sait en instant T, hein, j'ai envie de dire. Et les violences ont été quand même particulièrement violentes de la part de la police. Dans la plupart du temps, elles étaient gratuites. Gratuites. On va envoyer des femmes, des handicapés qui ont été, des enfants qui ont été amputés de leurs mains parce que avec la grenade explosive. Oui, la jeunesse qui a été effectivement il y a des gens touchée. au sein de la police qui militent à ce que cette grenade ne soit pas utilisée aussi. Hein. Et le flashball aussi, qui est normalement une arme qui ne doit pas être utilisée comme elle l'a été. C'est devenu une arme agressive. Elle visait la tête et le torse des gens. Hein, alors certains disent que voilà, on a récompensé des gens pour aller réprimer le peuple. Moi, je n'irai pas jusqu'à ce point. Je pense que c'est des réclamations qui datent pas d'aujourd'hui. Hein. C'est des syndicats qui militent depuis un bon bout de temps. Après, maintenant, ils doivent remercier les Gilets jaunes pour que le gouvernement puisse abdiquer cette fois-ci. Ils doivent remercier les Gilets jaunes. Hein. L'acte 6, Yasser, comment tu le vois? Je sais pas, j'ai pas eu trop de retour d'informations sur est-ce qu'il y aura un acte 6 ou pas. En tout cas, il y a un processus qui a été lancé, ça veut dire que la parole s'est libérée. Bon, le quinquennat de Macron s'est grillé. Donc maintenant... Tu penses qu'il est fini? Enfin, le quinquennat en tant que tel, il pourra plus rien faire, il a plus de marge de manœuvre. De toute façon, économiquement parlant, de toute façon, on sait très bien qu'il est sur le dogme de l'austérité et qu'il ne changera pas de cap. On l'a bien vu. Les gens étaient encore dans la rue. Quand il a pris la parole, c'était pour annoncer des mesurettes qui seraient payées par le contribuable et pas pour le CAC 40. Donc, de toute façon, son camp est choisi. Maintenant, concernant la fin de son quinquennat, de toute façon, il a très peu de marge de manœuvre. Ouais. Donc, de toute façon, quand tu perds la souveraineté économique, plutôt la souveraineté monétaire, tu peux pas faire grand-chose. Donc, l'Europe, sous le leadership de l'Allemagne, c'est l'austérité à tout prix. On continuera avec une politique économique similaire. Maintenant, les démagogues qui pensent que Emmanuel Macron pourra faire un virage à un moment ou à un autre, non, il n'y en aura pas. Maintenant, c'est combien de temps ce que ça pourra durer jusqu'à ce que soit le mouvement prend de l'ampleur, et pour moi ça me semble assez mal parti, soit d'autres mouvements éclatent et on ne sait pas d'où est-ce que ça repartira. Ouais. Chose intéressante par contre avec les Gilets jaunes, c'est que c'est pas un mouvement qui a commencé à Paris comme en 68. C'est un mouvement qui a commencé en province. Donc et ils sont très mobilisés d'ailleurs, hein, en province, dans la France profonde. Et c'est pour ça que la carte, comme on l'a fait en 68, de retourner la France profonde contre cette perte de contrôle au sein de Paris et ces violences urbaines, la carte n'a pas joué. Parce que les personnes qui étaient des Gilets jaunes étaient des provinciaux. Et donc on pouvait pas jouer la carte, oui, la province va soutenir l'ordre, etc. Non. Là maintenant c'était la province contre Paris. Ils ont réussi, mais encore une fois, ils n'ont pas réussi en fait à faire converger vers eux d'autres franges contestataires. Ça change la donne, ça, Sofiane, le fait que effectivement la France profonde ait été extrêmement mobilisée, un peu plus que Paris, c'est vrai, à l'image de 68, la comparaison. Je suis tout à fait d'accord avec Yasser, même certains sociologues parlent d'une contre-révolution à mai 68. C'est une révolution qui commence au niveau de la périphérie, et quand on sait que la France périphérique représente à peu près 60% de la France, de la population française, on voit bien que cette France périphérique est la première victime de la mondialisation sauvage. Et comme dit Yasser, c'est l'euro et l'Union européenne, les directives de Bruxelles qui sont à l'origine de ce programme d'austérité, et même il le pointe du doigt, c'est depuis 30 ans. Ça veut dire que ça soit gauche ou droite, c'est la même politique qui est menée sur le plan économique avec des petits changements sur les questions sociétales, mais on enlève ici pour mettre là-bas, quoi. Voilà, exactement. C'est des petites manœuvrettes qui sont utilisées par-ci par-là, mais en vérité, les conséquences sont toujours les mêmes depuis plus de 30 ans. Alors, il faut rappeler tout à l'heure, on faisait référence, Sofiane, et tu as raison, le fait que la ministre des Armées disait que voilà, ça pourrait impacter le budget de l'armée, oui. Mais on sait quand même que Macron, il a ce projet d'une armée européenne. Et ça aura du mal à passer au sein de l'armée. Moi, j'y crois pas, ça. Mais c'était son projet, et on voit bien que ça a énervé éventuellement Donald Trump, et on voit bien la première réponse, on va en parler après sur la Syrie, la première réponse de Donald Trump à ce projet de Macron, à savoir créer une armée européenne. On a entendu même... déjà le Eurocorps, de toute façon, mais c'est un contingent de personnes, voilà, c'est qu'il n'a pas vraiment un poids. Tu ne crois pas à l'armée européenne, Yasser?
peut-être un contingent européen. On n'aura pas une armée européenne. Les armées nationales ne vont jamais se dissoudre dans une armée fédérale. C'est pas possible. Ouais. Mais si le projet d'Emmanuel Macron et certains, par exemple, français, qui veulent une Europe fédérale, ils veulent pas d'une Europe-nation. Et on voit bien aujourd'hui cette lutte entre les gens qui croient à l'État-nation et d'autres qui croient à une Europe fédérale. Et on est dans une fuite en avant pour le moment. Ils veulent plus d'Europe que d'Europe. On voit les problèmes et ils te disent non, on ne va pas aller assez loin. Il faut une fiscalité commune. Il faut des frontières. On ouvre les frontières. Et on voit bien aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Italie, ce qui se passe... L'Italie qui regarde de très près ce qui se passe en France d'ailleurs. Bien sûr. Et même l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, je reprends les propos du ministre des Finances Schäuble qu'on lui a posé la question sur Macron. Il a dit Macron, game over. On n'attend plus de rien de lui. Aucune réforme ne va passer au niveau de la France. Ouais. Et est-ce que l'Europe va rester silencieuse avec l'immobilisme du gouvernement Macron? Je suppose que ça soit non. Mais en fait, là où Macron, encore une fois, se positionne contre l'intérêt général, en tout cas ici en France, c'est qu'il n'est même pas capable de poser un projet pour une démocratisation des institutions européennes. Parce que ces directives-là ne viennent pas de gens qu'on a élus. Ce ne sont pas des personnes qui ont été choisies par les populations européennes. Donc c'est des technocrates qui agissent dans l'ombre, qui négocient entre eux. Et après, on se réveille un matin, il y a une directive européenne par des gens que personne ne connaît, que personne n'a élu, et tout le monde doit payer la facture parce que eux ont décidé. Mais le projet européen tel qu'il était voulu au départ, soi-disant social et démocrate, non, c'est un projet qui n'existe plus. Et surtout quand on a un président comme Jean-Claude Juncker, qui est l'ancien Premier ministre du Luxembourg, là où le plus grand paradis fiscal en Europe. Ouais. C'est pour ça que ça allait dans le sens que c'est impossible que deux gouvernements français ou Macron vont lutter contre l'évasion fiscale ou contre... On a vraiment dans des pays... Par exemple, on a parlé des GAFA. Il faut savoir que les GAFA sont installés en Irlande, là où on a un taux d'imposition à peu près de 6 à 7%. Alors c'est impossible, c'est-à-dire on a une évasion fiscale légalisée au sein de l'Union européenne. Alors c'est normal, comment vous allez imposer à Google et Apple ou Facebook et Amazon pour des taux ils sont installés en Europe et on a aidé. Et pourtant ils nous ont dit ils vont être taxés. Hein. Ouais, mais ils vont être taxés, mais après ils vont revenir, ils vont dire oui, on peut pas prendre une direction, une directive uniquement. On doit avoir l'unanimité au sein de l'Union européenne et on n'a pas pu avoir ça. On est vraiment dans du marketing politique. On essaye de vendre des choses alors qu'on sait pertinemment que c'est impossible. Les marges de manœuvre elles sont très très réduites du fait du manque, de l'absence de... Écoute ce que disait Juncker en 2015. Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Je répète, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. On ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. À l'inverse, pour revenir, il faudrait que les 28 parlements nationaux soient d'accord avec traité d'adhésion et ratification idoine. C'est une pure spéculation. Voilà. Sauf que malheureusement, j'ai vu dans un site de sondage où il parle de 30% des Français qui sont conscients que le mal vient de cela. Et ça, le problème. Aujourd'hui, les Gilets jaunes doivent mettre sur la table cette question européenne et cette question d'Union européenne et de cette monnaie qui a engendré plus de déficit et plus de chômage en France depuis qu'on a l'euro. On n'a jamais vu autant de chômeurs, on n'a pas vu une désindustrialisation massive qu'à ce point-là, on n'a pas vu la monnaie une croissance à 0,1, 0,2. C'est impossible. On a vu que cette monnaie, elle coupe complètement l'industrialisation et le développement économique. C'est-à-dire le gilet jaune, le jour où on aura sur la table des débats télévisés sur l'Europe, on commencera à voir le bout du tunnel. Bon, alors pour le moment, on est en train juste de rôder, là le RIC, pas le RIC, en plein mouvement social, on parle de référendum et on sait pertinemment à travers l'histoire quand on a un référendum dans ce contexte-là, on a toujours des autorités. Est-ce que vous pensez, messieurs, que pour l'heure, j'ai dit de manière temporaire, on a réussi à éteindre l'incendie des Gilets jaunes pour l'heure, là, à l'instant, là, jusque, on va dire, début de l'année, le temps peut-être que les gens se rendent compte un petit peu des nouvelles mesures, peut-être de certaines entourloupes, je ne sais pas, hein. C'est ce que certains disent en tout cas. Est-ce que pour l'heure les gens vont peut-être avec les fêtes de fin d'année, les vacances, etc. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à un petit creusement dans le mouvement, dans la mobilisation? Et c'est exactement le problème de ces mouvements sociaux que je regarde, c'est que, et je vais citer une Christine Delphi que je respecte énormément, qui me disait « Comment veux-tu que les Français changent quoi que ce soit s'ils sont pas prêts à continuer leur grève en pleine période de fête ou de vacances ?» Ouais. Donc ça veut dire on est en colère, mais attention, période de fête et en période de vacances. Non, là maintenant on prend une pause. Le problème c'est que dès qu'on casse la dynamique, on ne reprend plus, c'est fini. On l'a vu historiquement. Dès que ça s'essouffle, ça ne reprend pas. En tout cas, les médias pour eux c'est fini, les politiques également. Dès dimanche, d'ailleurs, Sofiane.
comme Yasser, on voyait des reportages qui faisaient des résumés du mouvement, etc. Des reportages biaisés, ouais. oui, ça y est, c'est fini. Même on ramène des gilets jaunes pour les discréditer, ou bien qui ont un niveau assez limité, contrairement à certains qui se sont déjà exprimés. On voit bien ou bien on les traite de complotistes, etc. Après, maintenant, on voit bien que cette moi, contrairement à Yasser, je pense que le moindre petit incendie pourra réallumer le mouvement. Y compris en période de fête. Alors, y compris de période de fête, pour le moment, il est immobile, le gouvernement. Le gouvernement, il est immobile pour le moment. Il essaie d'éteindre, il met des pansements sur des plaies qui sont vraiment mais mardi a été vraiment la journée de l'amateurisme politique, hein. Il faut le dire. En dehors de l'amateurisme, on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation d'urgence. Ils essaient d'éteindre les incendies. Alors maintenant, peut-être vous allez avoir demain un mouvement du service hospitalier. Ils vont éteindre le feu. Ouais. Vous allez avoir des pompiers apparemment, qui menacent. Bien sûr. Oui, les camionneurs, enfin, les chauffeurs poids lourds, etc. Les chauffeurs poids lourds, les VTC, les ambulanciers. On voit dans tout secteur aujourd'hui, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 30 ans. On va pas dire alors justement, puisque dit depuis 30 ans, j'allais même dire un peu plus, Jacques Attali, c'est le monsieur du pouvoir, hein. Et Jacques Attali, il prévient, il dit attention, 2022, c'est le Front National. Si Macron ne fait pas toutes ces réformes, alors je ne sais pas ce qu'il entend par toutes ces réformes, Jacques Attali, qui est quand même un monsieur qui est visionnaire, faut le dire. Ouais, en tout cas, il avait vu l'arrivée de Macron, conseiller depuis c'est Mitterrand. Lui qui a présenté Macron avec la commission Attali. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que dans la volonté, j'allais dire, du président à l'heure actuelle, ok, c'est bon, ok, je peux plus rien faire, après moi le chaos, quoi. C'est possible aussi. De toute façon, on voit bien que, enfin, pour revenir sur les propos de Jacques Attali, on voit déjà quelles réformes, ces réformes-là vont encore plus fragiliser les travailleurs et les gens sentant que la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, parce que j'y crois à moitié, ce qu'on appelle la démocratie a failli à protéger ou plutôt à sécuriser un avenir pour leurs enfants. Ouais. Ils vont se dire, il nous faut un régime autoritaire qui puisse se dresser contre les traités, contre le diktat de Bruxelles. Donc, et ce qu'il dit là, c'est extrêmement dangereux. Deuxièmement, Emmanuel Macron a quand même sorti la carte de l'immigration en plein débat, en plein mouvement des Gilets jaunes. Dans son intervention, il passe les premières 60 secondes à réaffirmer l'autorité de l'État, qu'on est contre la violence, etc. Et il parle de laïcité. Des gens qui bousculent, pour le citer, des gens qui bousculent notre mode de vie. On a des gens qui manifestent pour leur pouvoir d'achat, et lui, il sort la carte laïcité. Donc le premier agent pour faire venir Marine Le Pen au pouvoir, c'est le pouvoir lui-même. Bon, alors dernière question, messieurs, et rapide s'il vous plaît, avant que l'on passe outre-Atlantique. Est-ce que pour vous, le grand gagnant de cette histoire des Gilets jaunes, politiquement, c'est le Front National, enfin RN aujourd'hui? C'est lui qui a tiré la meilleure ficelle, d'après vous? Pour le moment, non. Non. Aussi bien la France Insoumise que moi, je vois qu'au niveau des Républicains, avec le couac de Wauquiez, la majorité des gens vont partir chez Nicolas Dupont-Aignan. S'il y a un gagnant, c'est lui qui manœuvre bien, d'après toi? Qui manœuvre bien, qu'il essaye, mais il reste toujours minime, hein, bien sûr, mais avec une alliance. Il tire un peu plus. Il tire un peu plus. C'est le seul gagnant au niveau politique. Mais crédibilité, non, il a pas. Parce qu'il y a des élections, messieurs. Hein, je vous apprends rien dans 5 mois. Hein. Ouais, les élections européennes. Il y a les élections municipales qui arrivent. En 2020. En 2020. Non, franchement, moi je pense qu'aucun parti politique n'a vraiment tiré son épingle du jeu. Dans un instant, direction les États-Unis, Trump a encore surpris avec cette annonce. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF avec monsieur Yasser Louati et Sofiane Nardali, et cette question que l'on vous pose à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Pensez-vous que l'exécutif a cédé aux revendications des policiers pour éviter qu'ils enfilent ce fameux gilet jaune? Bien, vous êtes en majoritairement à dire oui, évidemment. 89% sur Facebook, 86% sur Twitter. Vous continuez de voter, évidemment. Pour l'heure, nous filons, du côté des États-Unis. Nouvelle annonce surprise de Donald Trump. Le président américain a ordonné mercredi le retrait des troupes américaines stationnées en Syrie. Une décision qui surprend et qui bouleverse la politique américaine au Moyen-Orient. Nous avons vaincu l'État islamique en Syrie, la seule raison de notre présence là-bas pendant la présidence Trump. Une déclaration dans un tweet avant de prendre la parole pour s'expliquer. Nous nous sommes battus pendant longtemps en Syrie. Je suis président depuis presque 2 ans et nous avons vraiment progressé et nous avons gagné contre l'État islamique. Nous les avons battus et violemment. Nous avons repris la terre et maintenant il est temps pour nos troupes de rentrer à la maison. La décision du président questionne les sénateurs et crée le désaccord, jusque dans son propre camp. Cette décision a-t-elle été prise sur l'avis des militaires ou contre l'avis de l'armée? C'est la première question que je me pose.
Maintenant que les États-Unis se retirent ou vont se retirer de Syrie, nous avons livré le pays à la Russie et plus largement à l'Iran. 2000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie. Ce sont essentiellement des forces spéciales dont la mission est de combattre le groupe État islamique et d'entraîner les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes. On ignore pour l'heure à quelle date les soldats américains seront de retour aux États-Unis. Voilà pour ce qui est de cette annonce donc de Donald Trump qui a annoncé effectivement un petit peu par surprise quand même. Cette annonce, donc, elle est arrivée tard hier soir si je ne m'abuse. Tous les experts militaires, en tout cas le président des États-Unis a annoncé donc je rappelle le retrait de 2000 soldats encore déployés en Syrie. Il estime donc que l'organisation Daesh qui a été éliminée et que Washington n'a donc plus aucune raison de maintenir des troupes dans le pays. Alors évidemment, depuis les réactions s'enchaînent chez les alliés de Washington. On déplore bien sûr cette décision. Pour les FDS syriens dominés par les Kurdes, par exemple, elle donnera une chance à Daesh de se reconstruire. De leur côté, les Européens, Londres, Paris en tête, estiment eux que l'EI n'est pas rayé de la carte. La France en profite d'ailleurs pour confirmer qu'elle reste bien engagée militairement en Syrie. Je propose d'ailleurs d'écouter tout de suite Nathalie Loiseau, la ministre française des Affaires européennes, à ce propos, avant que l'on entame le débat. J'en pense que on a eu une attaque terroriste à Strasbourg il y a quelques jours, moi je pense encore aux victimes, je pense à leurs proches. La lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. Elle a fait des grands progrès, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé en Syrie dans la coalition, mais ce combat il continue. Nous continuerons à le mener. Et puis je crois que ça nous fait réfléchir encore davantage à la nécessité d'avoir une autonomie de décision, une autonomie stratégique en Europe. Quand nous sommes directement menacés, nous devons décider, nous devons agir en autonomie. Mais pour l'instant, les derniers soldats français qui sont en Syrie restent en Syrie ? Pour le moment, bien sûr, nous resterons en Syrie parce que la question de la lutte contre l'État islamique reste une question essentielle. Voilà pour les précisions en tout cas apportées par la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, sur CNews ce matin. Alors, Yasser Louati, d'abord, est-ce que tu comprends cette décision de Donald Trump de vouloir retirer les troupes de Syrie? Quelles conséquences cela aura, peut-être sur l'Iran? On va élaborer quelques scénarios. D'abord, ta première réaction au vu de cette annonce? De toute façon, est-ce qu'il y a des décisions prises par Donald Trump que vous pourrez comprendre? Non, on sait très bien que ces décisions sont toujours irrationnelles et prises sur un coup de tête, qu'il décide dans son coin et que son équipe est toujours informée via Twitter ou les médias dans le meilleur des cas. Mais maintenant, oui, comme disait l'autre sénateur, le pays a été livré maintenant à la Russie et à l'Iran, et bien sûr la Turquie maintenant sort gagnante de ce jeu plutôt à ce billard à 4 bandes. Ouais. Alors la Turquie, on sort gagnant, Sofiane? Tu partages cet avis? Oui, la Turquie et l'Iran et en premier lieu aussi la Syrie qui essaye de récupérer tout son territoire. Pour moi, je suis pas surpris parce qu'il faut rappeler que Donald Trump, lors de la campagne électorale, parlait d'un désengagement. Il a été élu sur l'isolationnisme américain, c'est-à-dire American First. Il est contre toutes ces guerres à l'extérieur. Il a dit ça coûte de l'argent. On a perdu 3000 milliards. On pouvait avec ça développer notre économie. L'empire américain n'a pas lieu d'être aujourd'hui. C'est sa vision. C'est la vision des années 30 américaine. Et aujourd'hui, on peut que se féliciter parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Les premiers perdants, c'est bien sûr les Kurdes parce qu'ils ont misé... Les dindons de la farce, Les dindons de la farce depuis toute l'histoire, ils ont toujours misé sur les Américains et les Occidentaux à l'encontre des peuples de la région. Je parle surtout des Kurdes séparationnistes, parce qu'il y a d'autres Kurdes qui sont loyaux au gouvernement respectif, que ce soit en Turquie ou en Iran, et malheureusement en Irak, suite à un passé sanguinaire avec Saddam Hussein, il y avait tout le terrain fertile pour créer un État dans l'État. Et aujourd'hui, ils sont en train, on a vu certains responsables kurdes parler il y avait un coup de poignard derrière le dos par les Américains, surtout que l'annonce a été faite par Twitter. Ouais. Twitter, c'est un truc de fou. On a su que Erdogan et Benjamin Netanyahu qui ont été informés directement par Mark Pompeo, mais les Français, le Washington Post déclare aujourd'hui qu'ils ont su à travers Twitter. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris soin d'appeler la France pour les avertir. C'est une énième gifle envoyée par Trump à l'ensemble des pays soi-disant alliés, comme quoi que sans nous, vous n'existez pas. Alors qu'il y a des forces spéciales françaises qui sont au niveau de l'Est de l'Euphrate avec les forces kurdes. Comment ça va se faire? Aujourd'hui, il y a une alliance anti-Daesh présidée par les Américains. Mais là, aujourd'hui, les Américains quittent la Syrie. On sait pertinemment qu'ils sont en train de se préparer de quitter l'Irak. Il y a 5800 soldats américains en Irak. Il y a des négociations aujourd'hui à Abu Dhabi entre les talibans
et les autorités américaines pour sortir de l'Afghanistan, on voit bien qu'aujourd'hui, les Américains laissent le terrain à qui va en profiter, c'est les Turcs en Syrie et les Russes, bien sûr, et les Iraniens. Trump, avec cette envie de ramener donc les militaires à la maison, les forces spéciales, est-ce que c'est pas pour imaginer peut-être une intervention grandeur nature en Iran, Yasser? Moi, je doute. Il y a cette analyse de certains. L'intervention grandeur nature en Iran? Ouais. Non. Ouais, parce qu'ils disent que voilà, on va pas laisser les soldats, mais on sait pertinemment que pour conquérir l'Iran, il fallait vraiment un bombardement, une invasion. Est-ce que les États-Unis sont prêts aujourd'hui à une telle intervention? Est-ce que les Américains sont, on a vu ce qui s'est passé avec l'Irak? Non. L'Iran, c'est pas l'Irak, c'est pas. Oui. Ça, c'est sûr. Et en plus, j'ai écouté un des responsables militaires américains aujourd'hui qui a dit que le retrait de la Syrie pour éviter l'enlisement, chose à laquelle était tombée l'administration Bush et l'administration Obama. Et aujourd'hui, il sait pertinemment qu'il y a des petites poches, on parle à peu près entre 10 et 20 000 Daesh à la frontière, surtout syro-irakienne. Et il n'y a pas de lieu d'être, il laisse le terrain aux Turcs de collaborer avec les Iraniens et les autorités syriennes, avec l'aviation russe, afin d'éliminer le plus rapidement possible et de trouver une solution pour que la Turquie ne soit plus inquiétée par des mouvements séparationnistes venant de Syrie, et en même temps la Syrie de reconquérir son territoire et la construction. Et le grand gagnant de tout ça, finalement, est-ce que c'est pas le groupement, j'allais dire Syrie, Russie, Iranien de cette histoire? Les Américains se retirent, ça y est, on a fini notre mission. Bachar el-Assad est renforcé, Yasser. Bachar, oui, parce que maintenant il commence à être reconnu par les Émirats, que les ambassades doivent être ouvertes, que on voit bien que des mains sont. On parle d'ailleurs d'un rapprochement assez sérieux avec l'Arabie Saoudite, hein. Et pourquoi pas? Pour le moment, on voit les alliés de l'Arabie Saoudite se rapprocher de la Syrie. Mais Mohamed Ben Salman, il est obligé d'y aller. Omar el-Bashir est parti lui rendre visite, voilà. Donc la Russie. Omar el-Bashir, avant d'y aller, il était en Égypte avec des discussions avec Sisi, et il était dans un avion russe. C'est-à-dire, et il n'est pas resté plusieurs heures, il est resté 3 ou 4 heures. Ça se voyait que c'était un message qui a apporté un message, sûrement un message. Et lui, vu qu'il est proche de temps en temps, des fois avec la Turquie, il joue un peu sur les deux plans, avec la Turquie de temps en temps, il a accepté une base militaire turque au Soudan, et il a envoyé des troupes soudanaises au Yémen pour se battre avec l'Arabie Saoudite. Alors en vérité, d'ailleurs au Soudan où ça chauffe aujourd'hui, hein. On parle de très violentes manifestations à Khartoum même, et maintenant tous les spécialistes vous disent que les jours de Omar el-Bashir sont comptés. Alors, est-ce que c'est pour mettre fin à cette politique depuis des années des Américains, de l'hyper-interventionnisme partout dans le monde? Est-ce que Donald Trump envisage de mettre fin à tout cela pour peut-être, j'élabore peut-être un scénario, faire d'autres sortes de guerres, des guerres par procuration? Mais c'est déjà le cas. On a vu avec le hard power, avec les Bush, avec le Bush père et le Bush fils, avec leurs boucheries qui ont été faites en Irak. Et après, on a vu la soft power avec Monsieur Obama. On a vu, c'était des guerres qu'on déclenchait on a vu le chaos constructeur, soit on instrumentalise des révolutions légitimes des populations locales afin de les détourner, de faire un agenda pro-américain et israélien. Et maintenant, on a vu que une dette de plus de 3 000 milliards, de 100% ou 150% du PIB américain, la dette américaine, elle est colossale, impayée, on parle de 25 000 milliards. Alors du coup, Donald Trump, c'est un homme pragmatique, et en même temps c'est un économiste, c'est pas un homme de guerre. Alors, économiste, t'es généreux quand même. Un homme d'affaires qui a fait un homme d'affaires, non, c'est un héritier. Non, c'est un héritier, c'est quelqu'un qui n'a connu que des faillites à travers sa carrière. Mais faillites volontaires, hein, a priori, certains spécialistes vous disent pour toucher un peu plus d'assurance. Et en même temps, avec des pétromonarchies, c'est la majorité de ces tweets. On reprend quand même l'enquête du New York Times, on révélait que sa story, donc sa success story était du vent. C'est en fait, il a hérité de l'argent de son père qui a été illégalement transmis via différents montages financiers, mais Donald Trump n'est pas. Par contre, l'isolationnisme, là je te rejoins à 100%, Trump ne comprend pas les mécanismes des relations internationales. C'est trop compliqué pour lui. Pas de diplomatie. C'est quand même une personne qui voulait quand même retirer les troupes de la Corée du Sud. Ouais. Ouais, mais même cette décision, elle était à l'encontre de l'état-major américain. Jim Mattis, il va pas rester. Hein. Jim Mattis, il parlait de nouvelles tactiques, et on parle même qu'il va quitter même le point de passage entre la Syrie et la Jordanie, Tenef.
Il va quitter même, on va voir. Là, le Haaretz vient de déclarer, les bombardements aériens américains vont être arrêtés immédiatement. Et on parle de d'ici 70 à 90 jours de quitter définitivement la Syrie. Ça, c'est une panique totale. Il faut voir la presse israélienne aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour les Israéliens. Pas du tout. Ron Benisha, il a dit, à la maison. Ron Benisha, il a dit, le grand spécialiste israélien qui écrit sur le Yadahot Haranot, il a parlé d'une trahison, d'une énième trahison américaine en l'encontre de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, c'est une porte ouverte à l'Iran. On compte maintenant sur la Turquie pour stopper l'avancée iranienne avec cette frontière. D'ailleurs, il y a une rencontre aujourd'hui, entre... Bien sûr, mais une rencontre qui était vraiment affichée de bon enfant en vérité entre Rouhani et Erdogan. Ils se sont mutuellement rejeté la coopération, la coordination, afin d'éliminer le terrorisme dans la région, de développer l'économie. Parce qu'Hassan Rouhani est à Ankara là, donc voilà, ils discutent certainement des conséquences justement de ce retrait. Je vous propose d'accueillir le docteur qui est avec nous. Comme à chaque fois, on parle de Syrie. Il intervient forcément. Bonjour docteur. Bonjour mes amis. Bonjour docteur. Wati. Bonjour Soufiane, comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Marhaba. Ça va. Marhaba, ahla. Alors docteur. Voilà. Vous m'entendez? Parce que oui, là, on vous entend. Bon réseau. Voilà, parfait. Donc, je vais me résumer. Là, d'abord, c'est pas une surprise. Ça a été prévu le départ des Américains, là, de Syrie. Donc, actuellement, il faut se baser sur 4-5 données scientifiques, là. Pour le moment, il y a des négociations entre les Américains et les Russes à propos des missiles à moyenne et longue portée. Et Poutine, dans sa conférence de presse tantôt, je l'ai écouté là de Bruxelles, il parle de catastrophe nucléaire à cause de départ des Américains, pas de Syrie, de ces portées des missiles. Ça, c'est number one, première chose. Deuxième chose, comme vous avez dit, c'est pas une surprise. C'était Netanyahou est au courant depuis quelques jours, Bachar al-Assad est au courant et Poutine l'a mis au courant. Si vous voulez, c'est les Turcs, ils ont fait un deal avec les Américains et les Russes. Tout le nord syrien s'en occupe. Les Kurdes, vous l'avez très bien dit, depuis 10 jours, ils sont en train d'embrasser les pieds de Bachar, ils ne veulent plus entendre d'eux. C'est-à-dire, ils préfèrent récupérer le nord syrien via la Turquie. D'ailleurs, il y a la paix entre Erdogan et Bachar depuis 2 mois. Ça, tout le monde le sait. Ils ont fait la paix, Erdogan et Bachar. Même on a entendu le ministre des Affaires étrangères turc parler comme quoi qu'il n'y a aucun problème que les Turcs reconnaissent Bachar al-Assad à condition qu'il y ait des élections libres. On sait comment. Voilà, le régime syrien. En gros, la Syrie actuelle telle qu'elle est. Et tant mieux pour toute la région. Hein. On arrête. Ça fait 7 ans de guerre, c'est fini. Hein. Qui vont payer les prix le plus fort, c'est les Saoudiens. Les Émirats, ils vont les lâcher. D'ailleurs, vous avez bien dit, t'as dit, Soufiane, qu'il y a l'ambassade, tout. Des relations économiques, diplomatiques, Dubaï, Abu Dhabi et compagnie avec la Syrie, avec le régime, avec le système politique syrien. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a 20 pays occidentaux qui sont au nord de la Syrie et au sud de la Syrie, y compris les plus forts, l'armée française. Vous l'avez dit, monsieur Christophe, il y a 2 minutes. Oui, absolument. La France, malheureusement, se fait piéger par cette histoire parce que actuellement, la 3e force militaire du monde, c'est américain, russe, puis la France. C'est fini l'Angleterre. Après l'Angleterre, après la Chine. Et vu actuellement de là, il faut que la France s'adapte à de nouveautés. Malheureusement, quand on a soutenu personnellement, je suis pion, c'est pas pour sa politique économique par rapport à la région. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était hier. Maintenant, monsieur, comment s'appelle, notre président actuel, monsieur Macron, il est élu, on attend 5 ans. Et donc, il faut qu'ils s'adaptent militairement là-bas, parce que les troupes françaises se trouvent piégées. Ils commencent à quitter Manbij. D'ailleurs, si vous voulez qu'à voir les chaînes internationales, la force française se retire. De toute façon, il y a chez les Kurdes qui se font piéger, les Kurdes syriens d'IPG. Il y a un camp où il y a 150 djihadistes. Ça a été montré hier, France 2, ou je sais pas quelle chaîne française, les femmes djihadistes françaises dessous. Ça, si on va revenir avec leurs gosses. Donc actuellement, ça rigole pas. Il y a un deal. Les Américains ne veulent pas créer la 3e, mais ils ont gagné beaucoup, pas plus que le pensent. Et les Israéliens, ils donnent que des chantages. On va taper. Ils peuvent taper l'Iran s'ils veulent. C'est mieux encore que de taper les Iraniens en Syrie. Non, personne ne va taper rien.
c'est une division où la Russie a mis ses pattes définitivement, comme je l'ai dit, depuis 8 ans, infini. C'est pas demain, ils quittent la Syrie. Ça, c'est eux, ils vont organiser la région, l'Iran, la Turquie et la Russie. Ça va être au-delà, même Qatar commence à chanter pour la Syrie. C'est maintenant Bachar qui veut plus voir personne. C'est l'inverse. Merci docteur pour votre avis. En tout cas, est-ce que finalement, messieurs, dans toute cette affaire, Erdogan a été peut-être celui qui a été le plus stratège dans cette histoire? Oui, bien sûr. Erdogan, il manie très très bien. Il était avec la guerre en Syrie et maintenant il sera pour la paix. Et en plus, les rapports de force, personne ne peut bouger Erdogan et la Turquie aujourd'hui, c'est clair. Maintenant, il a joué un peu sur tous les tableaux parce qu'on sait qu'Erdogan aime bien fanfaronner de temps en temps. On l'a vu dans l'affaire Khashoggi. Et puis finalement, tout ça pour ça, je veux dire, il n'a pas sorti les preuves, il n'y a rien d'extraordinaire qui a été révélé par la presse turque. Oui, au départ, il voulait réinstaurer l'Empire ottoman à travers les frères musulmans. Ouais. Et aujourd'hui, il essaye de défendre son territoire. On voit bien comment ça s'est restreint. Il voulait absolument tout avoir au niveau de la région, alors qu'on sait pertinemment que cette région, elle doit être, par l'influence, elle doit être partagée avec les protagonistes, les différents acteurs de la région. Aujourd'hui, il négocie avec les Iraniens des zones d'influence. Après, le grand perdant de cette affaire, c'est bien l'Arabie Saoudite, parce que vous pouvez pas avoir aucun acteur sunnite dans la région, vous pouvez pas exclure et l'Arabie Saoudite et la Turquie, c'est inévitable, soit l'un soit l'autre. Et la Turquie, elle a bien joué le rôle et aujourd'hui, elle a une force, même c'est un grand pays démocratique en même temps. Enfin, stratège Erdogan, Yasser, pour toi? Oui, largement. En fait. Ouais, il a joué sur tous les tableaux. Dans une situation qui est quand même où les marges de manœuvre sont pas grandes. Donc, il y a non seulement la guerre en Syrie, mais aussi la crise des réfugiés, la pression russe de l'autre côté, la pression de l'Union européenne, etc. Écoute, et il a négocié maintenant avec les Américains. Il a donné d'accord le pasteur Johnson et on a vu la levée des sanctions contre 2 ministres, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur turc. On parle même de l'arrivée de Fethullah Gülen qui va être délivré aux autorités turques. On ne sait pas encore. Ça, j'en doute. Franchement, bon non, j'en doute. Non, j'étais en Turquie. aux nouvelles là-dessus. J'étais même en Turquie et même eux n'y croient pas. Ouais. Mais les négociations avancent très très bien avec les Américains, alors qu'il y a eu un froid tout de suite après le coup d'État. Mais avec Donald Trump, on a vu que ça a changé. Alors tout ça reste fragile quand même. On n'est pas à l'abri peut-être d'un événement qui fasse changer un petit peu la donne, mais on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui on est plus vers la fin que le début. Mais on est dans une nouvelle phase de la Syrie. On est dans une phase de négociation, une phase stratégique où la France, visiblement, d'après ce qu'on lit de ce qui se passe là-bas, n'a pas su, encore une fois, adopter la bonne lecture et les bons alliés. Certains vous disent que c'est une réponse américaine au projet de Macron, à savoir de créer une armée européenne. Ça, c'est une réponse de Trump à l'égard de Macron et des Européens, comme quoi que sans nous, vous n'existez pas. Alors, messieurs, vous étiez quand même quelques-uns à dire, il y a encore quelques semaines, quand l'affaire Khashoggi a éclaté, que MBS était fini. MBS, il est toujours là. Messieurs, on n'a rien changé. Bon, à part apparemment le roi Saoud qui a un peu monté les griffes, mais MBS reste toujours là et j'allais dire peut-être même renforcé d'ailleurs, non? Non, on en parle moins. Ça veut pas dire que sa position n'est pas compromise. On sait très bien que MBS, de toute façon, si Donald Trump se rend compte que MBS sera un fardeau pour sa réélection, il le balourdera et sa famille et la famille royale. Même s'il sort le chéquier? Parce que ça a l'air d'être le cas pour l'instant. Il y a un grand déficit saoudien, parce qu'avec la politique d'immersion au niveau du marché du pétrole, ça se retourne contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, elle est déficitaire au niveau économique. Et on n'oublie pas aussi que les 110 milliards promis, il y a plusieurs études qui ont été publiées, ne produiront pas l'effet escompté, c'est-à-dire une décréation massive d'emplois. Au début, il parlait de plus de 40 000, puis 500 000, puis 700 000 emplois, puis 1 million d'emplois qui seront créés. Et là, on voit que les différentes projections montrent qu'il n'en sera rien, que les créations d'emplois seront seulement marginales. Donc maintenant, si Donald Trump, encore une fois, se rend compte que MBS lui coûtera sa réélection, avec un Sénat qui est hostile maintenant, qui est tombé, en tout cas, la Chambre des représentants qui est tombée aux mains des démocrates et qui vont lancer plusieurs enquêtes, il s'en séparera et demandera à ce qu'un remplaçant lui soit nommé. Si c'est pas le cas, Parce qu'on a vu, par exemple, on a parlé de Khashoggi, l'affaire Khashoggi. Aujourd'hui, depuis un bon bout de temps, MBS, on ne le voit plus, alors que c'était. Est-ce qu'on peut toujours parler d'une déstabilisation de ces deux pays, par exemple l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui pourrait représenter une catastrophe quand même?
Pour l'Arabie Saoudite, c'est sûr que ça va pas rester comme ça. Après, il faut rappeler que il y a 6 mois, Donald Trump voulait quitter l'est de l'Euphrate et c'est la puissance financière saoudienne qui a pris les choses en main et c'est elle qui a financé à coût de 300-400 millions de dollars la présence américaine à l'est de l'Euphrate. Ouais. Si aujourd'hui il ne le fait plus, ça veut dire que Donald Trump dit c'est stop, c'est fini. Et il commence à le lâcher. Maintenant, on voit bien que le rôle de la Turquie va être important en Syrie. Il lui reste quoi au niveau des pétromonarchies? Le sultanat d'Oman, il n'est plus entre ses mains. Le Koweït, il est en conflit avec lui. Le Qatar, n'en parlons pas. Il lui reste que les Émirats et le Bahreïn. Même les Émirats sont en train d'ouvrir des canaux avec la Syrie. Quel rôle va jouer MBS? Quel rôle aura l'Arabie Saoudite? Elle est dans l'obligation aujourd'hui de renouer et de faire des concessions avec l'ensemble des pays. Et en plus, la chute du prix du pétrole, qui coûte à l'Arabie Saoudite. Mais des milliards et des milliards, bien sûr. Et ils ont fait le maximum pour... Bon. Dans un instant... mais pour dire que MBS va chuter, on parle de ses manœuvres parce qu'il était le premier en ligne sur la fameuse le grand deal avec Israël, finir avec la cause palestinienne, bref. À tout de suite, dans un instant, l'avis tranché d'Yasser Louati et qui suscitera certainement des réactions de votre part au 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec cette question du jour que l'on vous pose. Est-ce que le gouvernement, d'après vous, a cédé aux revendications de la police pour éviter que ces policiers mettent le fameux gilet jaune? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, bien sûr. Et on en reparle avec vous. Pour l'heure, c'est l'heure de l'avis tranché signé Yasser Louati. Alors continuez-moi, allez-y. Et Yasser qui s'attaque dans son avis tranché à la gauche et à la presse blanche. Bon, on va dire à ces soi-disant alliés qui depuis des décennies prétendent être les amis des Noirs, des Arabes, des musulmans, des Roms, des racisés, etc., etc. Sauf qu'après plusieurs décennies, voire même un siècle, il faudrait se poser des questions. Qui est le véritable allié et qui est le véritable ennemi caché? J'aimerais commencer par une petite anecdote qui m'était arrivée il y a quelques années. Donc je suis invité pour une émission sur l'état d'urgence dans un grand média d'investigation sur l'état d'urgence, les perquisitions et la répression de l'État vis-à-vis de ceux qu'on appelle les musulmans, c'est-à-dire dans les mosquées, leur domicile et leur commerce. Et là, je rencontre un des fondateurs de ce média dans les couloirs et qui me salue, oui, bonjour, etc. J'aime bien ce que vous faites, bon, très bien. Et ensuite, il me dit, ah oui, vous avez vu, en fait, j'ai recruté une journaliste maghrébine comme vous. Et là, je me dis, bon, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? Est-ce une journaliste maghrébine, enfin, il l'a recrutée pour quoi faire? Parce qu'elle est compétente ou parce que c'est une faire-valoir et c'est comme ça qu'il la voit? Et donc, j'en étais arrivé à me poser la question que, en fait, cette personne-là, pour lui, n'était qu'un faire-valoir. Pourquoi? Parce que cette journaliste-là, il ne l'a pas nommée, il n'en a pas fait une personne en vue dans son journal. Bon, bref, j'étais passé à autre chose. Donc, via le plateau, et je me suis rendu compte que, en fait, on était seulement, qu'il y avait en fait 3 plateaux sur l'état d'urgence, et qu'ensuite, on avait eu un deuxième plateau et un troisième plateau. Sauf que, le plateau auquel j'étais invité, et c'était seulement pour que je vienne témoigner de ce qui se passait sur le terrain, mais surtout pas pour apporter des solutions concrètes, parce que cela c'était pour le deuxième et troisième plateau. Et là, vient le troisième plateau, et je me rends compte que on parle des musulmans pendant plus d'une heure, qu'on a des experts autoproclamés de l'islam et ceux qu'on appelle les musulmans, et là, pas un seul musulman n'était invité. Et là, je me dis quand même, c'est fort. On a quand même 4 blancs qui parlent entre eux de personnes qui ne sont même pas invitées sur le plateau. La réflexion a été poussée, j'étais passé à autre chose, et au fur et à mesure, j'ai fini par me rendre compte que la gauche a un véritable problème avec les non-blancs. J'avais fait par exemple une chronique ici même sur Gilles Kepel et Jakubowicz, et j'avais traité, je crois, Gilles Kepel de charlatan ou de clown. Et là, j'ai une journaliste que j'estime être une personne plutôt correcte et objective sur les questions d'islamophobie, et qui me dit oh non Yasser, tu peux pas dire que Gilles Kepel est un imposteur, etc. Je fais écoute, factuellement, on sait très bien qu'il se comporte comme idéologue, qui n'est pas sur le terrain pour conduire des enquêtes et qui n'a aucune crédibilité intellectuelle pour avoir un discours sur la sociologie
des quartiers populaires, ni même des mouvements, soit de ce qu'on appelle les mouvements de l'islam radical. Fermez les guillemets. Et là, elle commence à déballer pour rejoindre mon point de vue. Elle me dit oui, c'est vrai que il a quitté sa chaire à Sciences Po pour devenir un militant. Je fais donc c'est quoi le problème? C'est que parce qu'un arabe critique Gilles Kepel, c'est déjà problématique, mais quand c'est toi qui le fais, c'est parfaitement acceptable. Et là, le bilan que je fais après plusieurs années d'engagement, c'est que cette gauche, et même la gauche radicale, et même ceux qui se disent d'extrême gauche, peuvent soutenir les non-blancs dans leur lutte, tant qu'ils ne s'aventurent pas dans le débat d'idées. Et je reprends pour cela les paroles de Malek Bennabi, qui disait que le progressiste occidental va soutenir le colonisé dans la lutte militaire, mais dès qu'on en vient au débat idéologique, au débat des idées, là, le colonisé n'est plus le bienvenu, parce que on considère ça comme un combat noble, et que le débat d'idées est réservé aux blancs. Et donc là, maintenant, on me dit, oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parler d'autonomie, ce n'est plus parler de luxe. On n'a plus d'autre alternative que de créer des structures qui soient parfaitement autonomes intellectuellement, qui soient en mesure de rechercher l'information là où elle se trouve, de mener campagne par elles-mêmes, de mobiliser par elles-mêmes sans passer par alliés X ou Y, parce que, encore une fois, j'aimerais rappeler, comme je l'ai fait à multiples reprises ici dans ce studio, c'est que lorsqu'on s'était réunis pour l'état d'urgence et pour les violences de l'état d'urgence, pour la gauche soi-disant radicale, les violences de l'état d'urgence n'ont commencé que avec la COP 21, c'est-à-dire lorsque la police a commencé à taper sur les écolos, sur les anarchistes et les militants syndicalistes, c'est là qu'ils ont commencé à compter les violences policières contre des innocents. Par contre, quand pendant 2-3 semaines, on a vandalisé les mosquées, perquisitionné les domiciles des musulmans, qu'on a saccagé des restaurants alors que les clients étaient assis et qu'on a eu des familles qui ont été brisées par la violence policière, non, là par contre, la vie de l'arabe, du noir, du musulman ne valait plus un sou, parce que là c'était pas considéré comme des violences policières. Et donc le bilan que je fais encore une fois, c'est que si la droite nous fait face avec une lance ou une arme pointue, la gauche, elle, est derrière nous avec un câble pour s'assurer qu'on ne va pas trop loin, qu'on continue à militer, mais dès qu'on apporte des réponses structurelles, qu'on fait des propositions pour remettre en question les rapports de domination qui structurent les relations entre individus ici même en France, lorsqu'on s'avance pour demander une nouvelle république, ce débat-là, non, il n'est pas acceptable qu'il soit occupé par des femmes, surtout pas par des femmes issues des minorités ou par les minorités elles-mêmes. Et donc là, je me tourne vers la frange militante dite des quartiers populaires et des populations racisées. J'aimerais qu'on arrête de croire que la légitimité d'une cause repose sur le fait qu'un parrain blanc vienne l'épouser. Non, les intellectuels de gauche n'ont pas nécessairement soutenu ceux qu'on appelle les racisés. Non, telle ou telle personnalité médiatique peut s'aventurer dans la défense de ceux qu'on appelle les musulmans, parce qu'aujourd'hui c'est rentable. Mais dans les années 2000, lorsqu'on avait la normalisation de l'islamophobie qui commençait à prendre forme et qui préparait le terrain pour faire passer des lois, on n'a pas vu grand monde défendre ceux qu'on appelle les musulmans. Et lorsque des personnes comme Nassira Ghenif ou Saïd Bouamama parlaient déjà de racisme respectable concernant ceux qu'on appelle les musulmans, il n'y avait personne pour publier leurs travaux. Le fin mot de l'histoire, c'est que non, absolument non, la gauche n'est pas l'allié des populations non blanches, elle n'est pas l'allié des quartiers populaires, et que historiquement parlant, je rappelle que la colonisation a été lancée par des gouvernements de gauche, que la répression en Algérie s'est faite sous un gouvernement de gauche, que l'étoile nord africaine a été dissoute sous un gouvernement de gauche, que les premiers appels à l'indépendance de l'Algérie ont été dénoncés par le parti communiste français, et qu'en mai 68, on n'a pas parlé de la question coloniale aussi bien en Algérie qu'aux Antilles, alors qu'on avait mai 67 et 90 morts qui avaient été tués par les gendarmes mobiles ou les CRS, et que même pendant les grèves de 95, pas un mot n'a été dit sur le racisme structurel qui ciblait ceux qu'on appelle les musulmans ou les populations racisées. Pour terminer, l'autonomie n'est pas un luxe, elle est le dernier choix qui nous reste. Merci beaucoup Yasser pour ce constat, encore une fois assez amer finalement,
du militantisme et peut-être de leurs alliés qu'ils se sont choisis. Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Alors Sofiane Nakdali, est-ce que toi tu partages un petit peu tout ce qui a été dit dans cet avis tranché avant que je m'attaque un peu plus sérieusement à Yasser pour aller un peu plus en profondeur. Sofiane. Non, il a fait un constat qui est partagé par beaucoup de gens. Hein. Quand il parle de la colonisation qui a été faite par les gouvernements de gauche, c'est clair. Et aujourd'hui, en même temps, quand on parle de propositions, surtout sur les questions qui concernent soit la banlieue, soit les questions musulmanes, on voit pas de musulmans présents sur les plateaux de télévision et dans les débats, etc. On parle à notre nom. On est toujours comme si on était toujours sous tutelle. On était dans l'incapacité de proposer ou bien de faire émerger des personnalités afin de défendre nos intérêts. Et je partage à 200%, bien sûr. Bon, alors Yasser, avant d'accueillir Bachir de Marseille qui souhaite peut-être réagir à ce que tu viens de dire dans ton avis tranché, est-ce qu'on le constate aujourd'hui finalement les militants des quartiers populaires qui ont du mal finalement à s'organiser. On sait quand on est un petit peu dans la machine qu'il y a une extrême division importante et que chacun essaie de tirer la corde de son côté. On sait que chacun essaie aussi d'avoir le leadership. Et finalement, les grandes victimes, c'est les habitants de ces quartiers, finalement, de tout cela. Ben écoute, c'est un constat qu'on fait malheureusement. En fait, ce qui pose problème, c'est que il y a une perte de, on a du mal en fait à croire qu'on peut y arriver tout seul. Alors bien sûr, il faut des alliés, il faut des coalitions, mais on ne peut pas faire alliance avec des gens qui nous voient pas comme des égaux. Ouais. On ne peut pas faire alliance avec des gens qui nous regardent de haut et à chaque fois qu'ils font quelque chose, estiment qu'ils nous ont fait une faveur. Ou bien que on doit leur être redevable, ou bien qu'ils vont nous aider, mais qui nous imposeront certaines lignes jaunes à ne pas franchir. Et là, je suis désolé, on ne peut pas d'un côté parler d'autonomie, de militantisme radical, etc., et puis attendre l'approbation, la bénédiction des organisations de gauche ou de droite, pour faire simple. Mais, et en même temps se dire, je n'irai là-bas que si je suis soutenu par telle ou telle organisation. Il y a des populations en souffrance. Et en tant que personne qui l'a vécu, je dis pas que j'étais en souffrance, je sais ce que c'est d'être discriminé. Je sais ce que c'est de voir l'islamophobie. J'ai grandi dans un quartier, ce qu'on appelle les quartiers populaires. Et on ne peut absolument pas déléguer sa lutte à quelqu'un d'autre. Parce que si le blanc, lui, vient vous soutenir par gaieté de cœur, etc., tant mieux. Mais il n'y a que la personne qui souffre, qui vit ça au quotidien, qui sera prête à aller jusqu'au bout pour parvenir à des résultats tangible. Et ce résultat tangible, s'il requiert des sacrifices, les premiers concernés seront prêts à faire ce sacrifice. Moi, je m'attends pas à ce que je ne sais qui, Edoui Plenel ou je ne sais quoi d'autre, pour qu'il vienne me défendre et que ça lui coûte je ne sais combien de milliers d'euros ou bien son image médiatique, etc. Non. Il y a un calcul politique qui a été une erreur, visiblement fait par ces militants. Mais ça, les militants des quartiers populaires ont toujours été trahis par la gauche. Ouais. Enfin, et pourtant aujourd'hui, il appelle à s'émanciper de ces organisations qui ont trahi à travers l'histoire. Ouais. Que ça soit l'histoire récente ou l'histoire ancienne. On voit bien qu'il faut pas attendre à ce qu'il y ait une bénédiction de ces organisations afin d'avancer. Il faut avancer, même y compris seul, et de mutualiser ses efforts afin d'avancer le projet. Ne pas attendre le parrainage d'une organisation dite de gauche ou une personnalité dite de gauche. Très bien. On avance. Bon, Bachir est avec nous de Marseille. Bonjour Bachir. Oui, bonjour Christophe, bonjour les invités. Bonjour. En fait, moi, je rejoins tout à fait ce que disent les deux invités, c'est tout à fait vrai. En fait, si on regarde bien dans l'histoire ou l'histoire récente, on a toujours, en fait, nous, les Maghrébins, tout ce qui vient de l'étranger, en fait, on a toujours été récupérés pour aider les Blancs à atteindre un certain niveau politique et même présidentiel, tout ce que vous voulez. Ils ont toujours utilisé les cités, tout ce que vous voulez comme ça, de cette façon. Mais il n'y a jamais eu, je veux dire, quelqu'un qui sort de ce lot-là pour être ministre ou pour être, voilà, quoi, je veux dire. Et ça, c'est lamentable, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est servi des habitants des quartiers populaires et de cette France diversifiée pour peut-être atteindre des buts, en tout cas politiquement et de la part de ces partis, en l'occurrence de gauche. Et peut-être que à tort ou à raison, les militants des quartiers populaires ont cru qu'on allait leur rendre l'appareil finalement. C'est ça, non? Oui, bien compris. Oui, bien sûr. C'est ça, tout à fait. Mais le problème, c'est que on est toujours utilisé. Quand on a besoin de nous, on fait appel à nous, mais en échange, il y a rien en retour, quoi. Je veux dire, il y a pas de, voilà, on n'a pas d'homme politique
Démontrez-moi aujourd'hui à plus B où c'est qu'on a un homme politique qui a une parole vraiment dans l'hémicycle ou quelque part. On n'en a pas. Merci Bachir. Merci Bachir. Tiens, il y a Monji aussi qui ça fait longtemps qu'il n'est pas intervenu. Il est là, Monji. Salut Monji. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Yasser. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Bravo Yasser. T'as tout dit. Je voulais t'applaudir en direct. Et honnêtement, moi, le problème c'est qu'il y a une assignation en résidence à gauche de certains quartiers populaires et les gens en fait ils étaient formatés à gauche et ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce passé-là et moi ce que j'admire, j'admire Yasser dans son travail parce que déjà sa vision anglo-saxonne le change énormément. Moi je suis un blédard, moi je viens du bled, j'ai pas ce pactage-là, voilà, je découvre les choses et j'essaye d'être cartésien dans mes analyses. Je voulais aussi revenir sur la question de l'émancipation et je parle de l'action qu'on mène actuellement avec la coordination contre le racisme et l'islamophobie concernant Zainab Razzoui parce qu'on voit qu'elle se répand actuellement dans les médias pour dire qu'elle est menacée et hier sur la quotidienne ils ont fait référence à l'autre plainte contre Zainab Razzoui lorsqu'elle a dit que les femmes voilées sont le porte-étendard de Daesh et de terrorisme. Et en fait, ils ont associé une autre plainte aux menaces qu'elle reçoit. Évidemment que nous, on n'est pas juge, moi je condamne personne, mais je trouve que la menacée, c'est de donner de l'eau à son moulin. Ouais. On ne menace pas les gens dans un pays de droit. On se bat devant les juridictions pour gagner des jurisprudences, parce que il y a une question qu'il faut qu'on intègre, c'est qu'on gagnera le droit devant les jurisprudences, devant les tribunaux, comme on a fait par l'islamophobe qui a agressé les mamans voilées devant l'école à Perpignan. On l'a fait condamner à 4 mois de prison et les mamans ils ont eu chacune 500 € de dommages et intérêts. Et c'est pour ça j'invite tout le monde à aller voir notre site ou notre page Facebook, la coordination CRI France Islamophobie, nous soutenir dans notre cagnotte pour pouvoir mener le combat parce qu'elle se répand dans les médias pour dire qu'elle critiquait l'islam. Nous on s'en fout qu'elle critique l'islam. Tout le monde veut modifier l'islam, tout le monde veut critiquer l'islam. Si elle devrait déjà qu'elle va prendre des cours d'arabe déjà pour comprendre un peu le texte, mais elle peut toucher. Par contre, dire que les mamans voilées, les femmes voilées qui sont porte-étendard, ça c'est une incitation à la haine. On a vu ce qu'on a donné à Montauban, la femme qui s'est fait agresser à coup de couteau. Ouais, vous avez vu absolument. Voilà. Pour dire voilà, l'autre émancipation actuelle, c'est de mener ce combat-là devant les juridictions et bien sûr sur le plan politique. Merci Monji. Merci Monji. Mais comment expliquer, Yasser, c'est toujours une question qui est restée sans réponse pour l'heure, que les gens issus de l'immigration ou les franco-maghrébins, etc., sont toujours été encartés politiquement à gauche. Mais parce que la gauche se présente toujours comme le défenseur des classes populaires. Ça a un peu changé ces derniers temps, mais en tout cas, c'était le cas il y a 10, 20, 40 ans. C'était vraiment l'Algérien, Tunisien, Marocain d'origine était à gauche, quoi. Il n'y avait pas de discussion possible, c'était comme ça. Oui, mais avant ça, il était autonome. On avait les organisations comme le MTA, l'Étoile nord-africaine, qui appelaient à l'autonomie, qui étaient capables aussi bien de mobiliser que d'engager des campagnes de grève, d'avoir ses propres journaux, de former ses propres militants. Mais quelque part, beaucoup malheureusement se sont mis à croire que la gauche pourrait être l'allié idéal. Ouais. Mais que ce soit aux États-Unis ou bien en France ou au Royaume-Uni, les libéraux font pire que les conservateurs, parce que les conservateurs, eux, ne cachent pas leur haine et leur hostilité, alors que les libéraux viennent se draper avec un discours angélique de défense des minorités. Mais encore une fois, on les a pas, dès que ça chauffe, il n'y a plus personne. Et là, il y a une question, enfin plutôt, il y a un problème qu'il faut adresser quand même à la source, c'est que la légitimité ne vient pas avec la blanchité. Ouais. Alors, on va accueillir Samir qui nous appelle de Nice, c'est ça? Metz, pardon, dans l'est de la France. Samir. Ouais, comment ça va? Bah ça va très bien, Samir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais réagir par rapport à cette histoire de gens qui sont à gauche ou à droite. Ouais. On
honnêtement, après, c'est une expérience, mais bon, j'ai constaté que les gens qui se disent de gauche, ou syndicalistes, ou je ne sais quoi, j'ai constaté qu'ils avaient un double jeu. Quand il s'agissait de prendre position dans des sujets ou autres pour pouvoir écraser la communauté arabe, entre guillemets, j'ai constaté qu'ils étaient plus, entre guillemets, fachos que les gens du FN, on va dire. Tu veux dire que on est plus facilement trahi par les siens, c'est ça? Exactement. C'est pas les autres, la gauche. J'ai remarqué ça. Non mais ce que dit Samir, Yasser, c'est ce qu'il dit, que finalement quand il y a des gens qui émergent un petit peu, si je trahis pas en tout cas tes propos, qui émergent un petit peu politiquement ou peut-être même au sein de différents collectifs, ce sont les premiers à trahir les siens, quoi, finalement. Je laisse finir l'intervenant et puis faut faire attention avec ce discours-là, parce que c'est pas toujours non plus c'est tout noir et tout blanc. J'interviendrai après. Oui, Samir, vas-y. Le truc, c'est que par rapport, moi j'ai constaté qu'il y en a qui se cachent derrière le fait qu'ils soient, je ne sais rien moi, de FO ou de CGT ou de parti de droite ou gauche ou j'en sais rien. Et puis en étant de gauche, c'est des gens qui sont, je veux dire, pas si à gauche qu'on ne le pense. Ils utilisent ça comme une étiquette. Oui, c'est vrai, ouais, ça. Une étiquette pour se cacher pour finalement, c'est la LCR qui a fait virer les filles d'Aubervilliers, etc. La brique à l'œuf, j'aime bien manger du couscous, alors que, putain, quand il s'agit de nous écraser, ils nous écrasent. Ouais. Merci Samir. Alors justement sur ça, Yasser, finalement quand on voit quelques-uns qui émergent, souvent on s'aperçoit de trahison. Est-ce que nos plus grands ennemis c'est peut-être nous d'ailleurs? Non, en fait, il y a deux choses. Alors, pour commencer, c'est vrai que, historiquement parlant, la gauche a toujours été hostile à l'idée d'une émancipation de ces populations non blanches. Donc, du Parti communiste français qui était contre l'indépendance algérienne, jusqu'à la LCR qui a fait campagne au lycée d'Aubervilliers pour faire virer les jeunes filles Amla et Lila pour port du foulard dans les années 2000, on voit bien que cette gauche a toujours été hostile. Le Printemps républicain est une organisation de gauche. Jules Ferry qui parlait de les races supérieures qui avaient un devoir envers les races inférieures et décivilisées était un homme de gauche. Manuel Valls était de gauche, etc., etc. Ça, la démonstration s'est faite au fil des ans. Ils sont pire que les fachos finalement. Mais ils sont pareils, pas pire, ils sont pareils. Ouais. Ils avancent masqués. Ils sont pareils. Le facho va dire ouvertement, je vais t'écraser, je vais te rouler dessus. La gauche va te dire, attends, est-ce que tu peux te mettre devant moi? Je vais juste avancer un tout petit peu. Est-ce que la plus grande trahison de la gauche envers cette population, ça a été la marche de 83? Non, d'abord, j'aimerais juste finir mon propos sur ceux qui émergent. Après, il faut pas confondre ceux qui émergent et ceux qu'on nomme comme les représentants reconnus de ces populations. Ouais. Parce qu'une personne qui émerge légitimement d'un groupe et qui est porté par ce groupe n'attend pas la reconnaissance des élites blanches, de gauche ou de droite. Ouais. On sait très bien qu'on ne pourra pas le faire tomber. Par contre, une personne qui sait qu'il n'a aucune légitimité terrain ne doit sa légitimité qu'à ceux qui l'ont nommé. Et pour que ceux qui l'ont nommé continuent à le soutenir, il faut montrer patte blanche. Et comment est-ce qu'on montre patte blanche? En crachant sur le groupe auquel on appartient. C'est la stratégie, du délégué de classe. Rachida Dati, etc. Dès que j'arrive au pouvoir, il faut que je sois accepté et je vais dire que le communautarisme musulman pose problème. Par contre, ces personnes-là, une fois qu'elles ont été essorées et ne servent plus à rien, tout à coup se rappellent de quelle communauté elles sont issues, de quel quartier elles sont issues, et tentent de renouer des liens en disant « Ah oui, Brice Hortefeux est un facho ». Faut pas se moquer du monde. Par contre, 1983, pour faire un point dessus, on sait très bien que il y avait au départ des militants légitimes qui ont tout sacrifié pour que cette marche voie le jour et qui ont marché sur Paris. Malheureusement, il n'y avait pas les structures nécessaires pour que ce combat-là ne soit pas récupéré. Les vautours de la gauche et particulièrement du Parti socialiste ont été ont été envoyés en parachute pour récupérer la marche, distribuer les prospectus et mettre à l'écart les représentants légitimes. C'est-à-dire, on va s'arranger pour faire de la lutte contre le racisme une question morale. Mes amis les Noirs et les Arabes, touche pas à mon pote, etc. Par contre, il faut absolument pas faire de la lutte contre le racisme un combat
politique. C'est pour ça que le discrédit jeté sur SOS Racisme vient du fait qu'ils ne se sont jamais attaqués aux structures et aux fondations du racisme, mais ont toujours voulu faire le racisme c'est pas bien, etc. C'est pour ça, encore une fois, que s'émanciper de cette autorité, ou plutôt de cette suprématie blanche, qu'elle vienne de gauche ou de droite, n'est plus un luxe, mais malheureusement une absolue nécessité. 30 secondes pour Fares qui nous appelle de la 7-5 Bonsoir Fares. Oui, bonsoir à vos invités, Yasser et Sofiane. Merci. Finalement, franchement, je rejoins leurs analyses parce que ils ont tout dit presque. Juste, il faut qu'on regarde un peu l'histoire. La gauche, elle a toujours trahi, si vous voulez, on va dire entre guillemets les Français d'origine, quel que ce soit. Ouais. Et on regarde rien que sur la guerre d'Algérie, c'est qui était ministre la justice. François Mitterrand. François Mitterrand, merci. Ouais. On regarde Monsieur Valls du matin au soir et il nous gonfle avec l'islamisme, le voile, il a tout ça dans la bouche. En fait, comme il y a une crise, surtout maintenant, comme il y a une crise financière et plus de travail, les politiques ils se cachent toujours derrière l'islam. C'est plus facile à taper parce que c'est vrai que nous, il faut qu'on se regarde entre nous. Le problème, en fait, on ne vote pas, on s'en fout de la politique. Et derrière, après, on se pose des questions et on pleure. Pourquoi tout le monde nous tape dessus? Parce qu'il y a des personnes qui sont émergées, quand ils émergent dans des partis politiques, il y a personne qui défend les musulmans ou même, on va dire entre guillemets, le quartier populaire ou les pauvres. Parce que voilà, comme il a dit Yasser, pour que ça soit accepté, il faut que, en fait, ici en France, si je comprends bien, en fait, pour réussir dans la politique, il faut taper sur les musulmans. Merci Fares. Merci. On est au top, on est partout dans les plateaux. Quand je regarde des plateaux comme CNews et PFM TV, on a envie de Fares, ne bouge pas. Et on va en avoir une belle preuve dans un instant au travers de notre zapping pour finir cette émission. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sofiane Lakdari et Yasser Louati sont là évidemment pour cette émission du LGF avec, pour finir messieurs, le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors pour commencer ce zapping, messieurs, je vous propose de vous faire écouter. En fait, pour vous expliquer et resituer un petit peu les choses, vous connaissez l'animateur Koé qui a interviewé Daniel Obono et il lui a lancé un défi. Celui d'employer le mot bolos à l'Assemblée nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a bien gagné le pari, écoutez. Dans l'hémicycle cet après-midi, face au gouvernement, une opposition très en forme et très en verve. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Essayez de ne pas nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Quand allez-vous enfin faire contribuer ces riches qui nous coûtent à nous et à la planète bien trop cher? Merci Madame Obono. Le Premier ministre est interpellé sur les mesures d'urgence présentées aujourd'hui par le gouvernement. Elle a réussi le pari, Daniel Obono, donc le mot bolos a été employé lorsqu'elle s'est interpellée, elle a interpellé le Premier ministre. Yasser, Sofiane, voilà. Alors, autre chose, oui, c'est marrant. Une polémique commence à monter petit à petit autour de la dépouille de Cherif Shekat. L'instance représentative du culte musulman en appelle à la municipalité de Strasbourg afin que l'auteur de l'attentat soit inhumé rapidement et dans l'anonymat. Abdallah Zekri, délégué général du CFCM, voici ce qu'il dit. Je ne souhaite pas qu'on fasse de ce monsieur une victime. C'est un criminel qui a tué des personnes innocentes et le fait de polémiquer sur on l'enterre pas, on va parler de lui pendant encore quelques jours. Or qu'il y a des familles qui souffrent, qui ont perdu un être cher, il y a des blessés qui sont encore à l'hôpital, et ils vont voir une polémique, le terroriste, on va l'enterrer, on va pas l'enterrer. Moi je souhaite qu'on le mette 6 pieds sous terre et qu'on n'en parle plus. Il n'y aura aucun trouble à l'ordre public, c'est un terroriste. Tous les musulmans de France, sans exception, à part les fous, ont condamné les actes qui ont été commis par Shekat. Donc par conséquent, il faudra arrêter un petit peu de surfer, troubles publics, etc. Et on ne peut pas l'enterrer. C'est un individu malsain, un criminel, il va être traité de la même manière criminelle, il tombe inconnu. Est-ce qu'il a raison, Zekri ?
Et déjà, cette polémique, elle n'a pas lieu d'être. On a vu avec Mera, c'est un enfant qui est né en France, c'est un Français. Alors maintenant, pourquoi il n'y a pas de polémique quand c'est des pédophiles, quand c'est des gens qui ont tué, qui ont assassiné? Cette question se pose quand c'est un terroriste. Ouais. On n'a pas lieu de, voilà, qu'ils soient enterrés dans l'anonymat, point à l'aller. Mais on veut vraiment nourrir cette polémique et continuer un peu. En tout cas, Zekri était déjà monté au créneau pour Mera à l'époque. Hein. Ouais, mais enfin bon, là, il fait son taf. Il fait son taf, mais j'aimerais quand même, encore une fois, on voit que le privilège blanc s'exprime de manière explicite. Personne ne s'est posé la question de l'inhumation des collabos. Voilà. Maurice Papon a été enterré avec sa Légion d'honneur. René Bousquet, patron de la police nationale qui a déporté les Juifs et qui a organisé la rafle du Veldiv, a été enterré en France. Personne n'a demandé à ce qu'il soit enterré en Allemagne. Pourquoi est-ce que maintenant, quand il s'agit d'un terroriste ou d'une personne qui commet un crime, aussi odieux soit-il, on remet en question le droit de pouvoir l'inhumer en France quand il n'est pas blanc? Bon. Et surtout que, voilà, c'est son droit. Il est né en France, où il va partir. Alerte générale, messieurs, dames. Alerte générale. Attention, elle s'appelle Zineb El Zraoui et elle se fait remarquer en ce moment avec ses déclarations contre l'islam. Petit florilège de ses déclarations. L'islam appliqué, c'est l'islamisme. Et l'islamisme appliqué, c'est le terrorisme. Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. Les femmes voilées appartiennent et affichent une idéologie qui est l'idéologie de l'islam radical, qui est une idéologie dont l'aboutissement est le terrorisme. On a le devoir, et même c'est tout à fait naturel d'avoir peur de l'application de l'islam tel qu'on le voit aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut chercher les raisons du mal dans l'islam tel qu'il est, prôné dans les textes et tel qu'il est appliqué aujourd'hui. L'islam, lorsqu'on l'applique à la lettre, comme toute chose, si on l'applique à la lettre, certes, devient un totalitarisme. Critiquer l'islam en tant que dogme religieux, écrit par des bédouins du désert il y a 15 siècles, l'islam est une religion, c'est un ensemble de textes archaïques, d'inspiration de l'Ancien Testament, avec un tas de légendes, etc. Et ensuite, très très empreint du contexte de bédouinité dans lequel il a vu le jour. Donc c'est ça concrètement l'islam. L'islam appliqué, c'est l'islamisme. Et l'islamisme appliqué, c'est le terrorisme. Alors je vous rappelle qu'elle était chez Charlie Hebdo, Zineb El Zraoui, et donc voilà, elle s'en donne à cœur joie sur l'islam. Moi, elle me fait penser, vous savez, à une vendeuse de fromage sur un marché en province. Avec la voix. Mais sauf qu'elle cause des dégâts. Non, mais le problème c'est pas elle. Le problème c'est que ceux qui lui donnent la parole sont contradicteurs. C'est ça. C'est ça le problème, c'est que sincèrement, j'ai une approche assez radicale sur la liberté d'expression. Pour moi, c'est une liberté qui devrait être quasi totale. On ne devrait pas la freiner ou censurer. Par contre, on voit que là, dès qu'il s'agit de ceux qu'on appelle les musulmans, c'est en fait un privilège. On est à droit tant qu'on tape sur une population spécifique. Mais moi, je mets au défi, comment elle s'appelle déjà? Zineb El Zraoui. Zineb El Zraoui ou Razoui. Comment s'appelle, qu'elles se mettent à parler avec des contradicteurs justement qui sont ciblés. Elle s'est ridiculisée une fois avec Bajrafil qui l'avait ridiculisé. Ouais. Non mais le problème c'est qu'à écouter ce qu'elle dit, on sait très bien quel jeu elle joue. Elle sait ce qu'il faut dire pour briller, parce qu'elle va se faire passer pour celle qui ex-musulmane qui dénonce l'islam et les musulmans. Elle parle de l'islam appliqué, mais qui applique l'islam en France? Il y a ceux qui pratiquent la religion musulmane, et si la pratique de la religion musulmane menait au terrorisme, on aurait plusieurs millions de terroristes, on aurait la guerre civile en France. Or, c'est pas le cas. Bon, merci beaucoup. Non, mais ces médias qui ouvrent la parole à ces gens-là, malheureusement aujourd'hui, on voit comment ils sont discrédités. Ils sont complices et complètement discrédités au niveau de l'opinion publique. On croit même pas à leur version. Et voilà, ils font des discussions. J'avais du God Laden, mais on n'aura pas le temps. Voilà, donc tant pis. C'est bon. Ouais, c'est bon, ça va pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup Yasser Loitier. À l'année prochaine maintenant. À l'année prochaine, en 2019. 2019. Mon cher Sofiane, merci beaucoup. Merci Christophe, merci Yasser. Belle émission tous les deux. Bravo. Faut reconduire ça rapidement, messieurs. Merci à tous les deux. Demain, Audrey Pronosti et Tarek Mami. Et puis lundi sera la dernière de l'année sur France Maghreb 2 en direct où tous les chroniqueurs sont invités. C'est Open Bar. C'est notre goûter de départ de Noël. Bonne soirée à tous. 18h01. Le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Les annonces d'Emmanuel Macron il y a 10 jours, débattues en ce moment à l'Assemblée, avant un vote tard ce soir ou bien dans la nuit. Les députés qui examineront plusieurs mesures, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'exonération élargie de hausse de la CSG ou encore la possibilité pour les entreprises de verser des primes exceptionnelles.
Le ministre de l'Intérieur pointe la responsabilité très grave des manifestants après la mort d'un gilet jaune ce matin dans le département du Lot. 9 morts, il faut que cela s'arrête, dit Christophe Castaner. Un homme de 61 ans a été mortellement renversé par un poids lourd ce matin près d'Agen, au niveau d'un péage sur l'autoroute A62. Le domaine de Versailles sera fermé samedi en prévision d'un éventuel rassemblement des gilets jaunes. Sur Facebook, Éric Drouet, l'un des membres des gilets jaunes, avait appelé à se rassembler à Versailles à 6h. L'appel du parquet de Tokyo rejeté, appel déposé après l'annonce de la justice japonaise d'une possible libération sous caution de Carlos Ghosn et la décision de ne pas prolonger la détention du PDG de Renault et Nissan. Il avait été arrêté au Japon le 19 novembre pour des soupçons de malversation financière. L'aéroport international de Gatwick, deuxième plus important du Royaume-Uni, est totalement à l'arrêt après avoir été survolé par des drones. Un acte délibéré qui risque d'affecter les quelques 110 000 passagers devant y transiter à quelques jours de Noël. Tous les vols sont annulés jusqu'à 19h au moins. Au total, 722 vols ont été programmés au départ et à destination de l'aéroport de Gatwick pour l'ensemble des compagnies aériennes. Il est l'un des 2 gardiens titulaires au PSG. Alphonse Areola prolonge son contrat de 4 saisons avec le champion de France jusqu'en juin 2023. Le gardien de but est aujourd'hui âgé de 25 ans. Et puis à Monaco, 19e de Ligue 1, Franck Passy, ancien entraîneur de Lille et Marseille, est nommé adjoint de Thierry Henry en grande difficulté depuis son arrivée sur le banc au mois d'octobre. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.